Espace TV, le 22h. De regarder Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Balai diplomatique au ministère des Affaires étrangères guinéen après le système des Nations Unies. Les délégués de la CEDEAO ont rencontré ce jeudi le patron de la diplomatie guinéenne. Et ils étaient venus féliciter Dr Maurice Sanda Kouyaté et lui réitérer l'engagement de l'institution à accompagner la transition en Guinée. Après une tournée ouest-africaine, les émissaires du Front National pour la Défense de la Constitution ont regagné Conakry ce week-end, partis à la rencontre des chefs d'État, représentants d'institutions et acteurs de la société civile, et ils étaient face à la presse ce jeudi pour la restitution de leur mission. L'actualité sportive, nous en parlerons notamment avec les pensionnaires de l'Académie d'élite de la Fédération guinéenne de football qui sont de retour au centre technique de Nongo et pour suivre leur formation. Alceni Balde sera dans ce journal pour plus de détails. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Une délégation de la CEDEAO a été reçue ce jeudi par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger. Cette délégation de l'institution sous-régionale composée des ambassadeurs est venue féliciter Dr Maurice Sanda Kouyaté pour sa nomination, mais aussi lui renouveler la volonté de la CEDEAO à accompagner la transition en cours en Guinée. Idrissa Bari et Amara Alexila pour plus de détails. En plus des félicitations au nouveau chef de la diplomatie guinéenne, cette délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée de représentants résidents et des ambassadeurs des pays membres, a aussi échangé avec le ministre des Affaires étrangères sur la transition en cours en Guinée. Tous les ambassadeurs sont réunis ici, sont d'accord pour dire qu'il faut aider la Guinée. Le ministre nous a dit que la Guinée comptait sur la CEDEAO. Nous avons dit que nous allons faire notre travail. Il y a nos chefs d'État qu'il faut aider la Guinée à sortir de cette situation. Nous allons le faire. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et donc nous avons fait un rapport envoyé parce que nous sommes toujours aux côtés du peuple de la Guinée. Les pays membres de la CEDEAO sont des frères, précise l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée. Sur le sujet, le chef de la diplomatie guinéenne a exprimé à ses hôtes le message du président de la transition qui est d'avancer de concert avec l'institution sous-régionale pour réussir la transition. Et je suis très heureux de constater que nos frères et sœurs de la CEDEAO veulent vraiment répondre à cet appel du président de la transition, c'est-à-dire soutenir notre pays et aider notre pays à mener à bon port la transition. Nos attentes sont simples. La Guinée et la CEDEAO doivent marcher ensemble, travailler ensemble pour accompagner la Guinée dans son choix de la transition. Voilà ce que nous. Le 7 novembre prochain, les chefs d'État de la CEDEAO se retrouveront au cours d'un sommet pour examiner le déroulement de la transition en Guinée. Sur la participation de la Guinée à ce sommet, le ministre des Affaires étrangères estime que cette décision revient à l'institution sous-régionale qui est l'organisatrice de cette rencontre. Et puis, puisque c'est de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a aussi réagi à la décision des États-Unis de suspendre la Guinée de l'accord de l'AGOA. Pour Dr Maurice Sanda Kouyaté, ce sont les actions du régime déchu qui ont été sanctionnées et non l'acte de prise de pouvoir par le CNRD. Ces propos sont recueillis par Idrissa Bari et Amara Alex Silla. Suivez. Ce n'est pas la Guinée sous la transition qui est punie ou qui est suspendue dans le cadre de l'AGOA, c'est la Guinée avant la transition. Tout ce qui s'est passé avant que nous soyons à la transition. Je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que les gens croient que ce sont les autorités de la transition qui sont sur la sellette. Ce ne sont pas, c'est pas nous. C'est ce qui s'est passé ici. Que comptez-vous alors faire pour faire revenir la Guinée? C'est très simple. C'est ce que nous faisons maintenant. Travailler dans la transparence pour la Guinée, pour rassembler, comme le président l'a dit, pour refonder l'État, pour que cela ne nous arrive plus. C'est simple. Si tout le monde s'y met, on peut y arriver. Il n'y a pas d'agenda caché. L'agenda, il est clair, il est là. Aider la Guinée à sortir de cette situation et avoir un pays fort, un pays transparent, un pays engagé pour le développement et surtout un pays rassemblé.
En bref et en image, des affidés de l'ancien régime convoqués par la junte au pouvoir au lendemain de l'Assemblée générale tenue à leur siège, le RPG Arc-en-Ciel avait appelé à une libération de leur champion retenu par les putschistes depuis le 5 septembre dernier. Ce jeudi, l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damarou Camara, les anciens ministres Ibrahima Kassouri Fofana, Mohamed Diané, Tibou Camara et l'ancienne députée Nantou Chérif ont répondu à l'appel du président du CNRD. La rencontre a duré moins d'une heure et s'est tenue à l'abri des médias. Les journalistes présents sur les lieux ont été sommés de quitter les lieux. L'autre actualité, c'est un communiqué qui vient ce soir interdire toute manifestation de soutien au CNRD et cela sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, vous le savez, en marge de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, je vous le disais, Mohamed Camara, journaliste pour le site libérationinfo.com, a été humilié et ensuite mis à la porte par des militants. Une attitude qui a profondément indigné des hommes de médias. Et ce jeudi, le syndicat de la presse privée à la faveur d'un point de presse a exprimé toute son indignation et son soutien total aux journalistes victimes d'une violence qui ne sera pas impunie, a-t-il promis. Aminata Massiré Bangoura nous fait le point. Violenté, puis séquestré près d'une vingtaine de minutes par les militants en colère. La victime revient sur sa mésaventure. Damarou dit que non, je suis un saboteur, je ne suis pas journaliste, je suis un escroc, c'est ça. Mais les militants qui étaient massivement venus, ils étaient en colère, maintenant ils ont commencé à m'insulter, à m'attaquer. Ils ont dit qu'il faut que je sorte carrément de la cour. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'attitude des cadres qui étaient là-bas, parce que tous les anciens dignitaires là étaient là-bas. Quand les jeunes là venaient vers moi pour m'agresser, aucun d'eux n'est venu pratiquement. À travers une conférence de presse ce jeudi, le syndicat professionnel de la presse privée de Guinée a condamné cet acte avant d'inviter les médias à plus de solidarité. Le SPPG condamne fermement cet autre comportement de la part des militants du RPG Arc-en-Ciel. Nous allons accompagner toute la procédure. Nous appelons également les confrères à la solidarité. Toutes les fois qu'un journaliste sera agressé sur le terrain lors d'une activité, si cette agression vient de la part des organisateurs, nous demandons à ce que tous les journalistes quittent la salle. Selon le secrétaire général du SPPG, cette violence à l'endroit des médias n'est pas une première avec les militants du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez Ibrahima Diallo qui avait travaillé pour Guinée Matin jusqu'en 2019. Vous avez Tcherno Amadou Mbone Camara de Guinée 114. Mohamed Ali Kondé, vous avez Abdul Malik Diallo et aujourd'hui vous avez Mohamed Camara. Tous ces journalistes ont été agressés au niveau du même siège du RPG Arc-en-Ciel. Pour l'heure, la victime compte traduire les coupables en justice afin qu'ils soient rétablis dans ses droits. Soutien total aux journalistes Mohamed Camara. Des journalistes et des acteurs de la société civile à l'école du fonctionnement du processus budgétaire du pays ce jeudi à Conakry. Vu la pertinence de la thématique, la démarche est bien appréciée par les participants qui comptent d'ailleurs mettre en pratique les connaissances acquises dans l'exercice de leur métier. Djibril Ba commente les images d'Abdoulaye Camara. Suivez. Des journalistes échangent pour la première fois autour du fonctionnement budgétaire de l'administration publique. L'initiative de l'Action unie pour le développement intégré de la Guinée par la voix des jeunes se matérialise enfin. Échanger, partager. C'est l'objectif pour les initiateurs pour aboutir à l'ancrage démocratique et du développement du pays. En tant que participant, je m'attends à ce que l'ensemble des aspects qui concourent à la confection du budget soient édifiés de long en large, mais aussi avoir des informations relatives sur les différentes étapes d'élaboration du budget. Les acteurs de la société civile sont aussi concernés par ce cadre d'échange. Quand il s'agit du débat sur le budget local, ils sont encore plus intéressés. Moins imprégnés de la chose, dorénavant, cela n'est qu'une question de temps. Nous avons 6 modules qui vont être débattus pendant ces 2 jours. Ces modules vont de l'introduction au budget, à l'élaboration, jusqu'à l'exécution et ensuite
le contrôle citoyen du budget de l'État qui est aujourd'hui un créneau. Il y a une question de redevabilité des administrateurs face aux citoyens, donc cela peut nous aider. Connaître le processus budgétaire n'est pas anodin. Cela va permettre aux hommes des médias de mettre en pratique les connaissances acquises. Et je compte me donner à fond d'ailleurs pour suivre les formateurs qui sont en train d'expliquer brièvement comment le budget fonctionne. Donc mes attentes sont vraiment positives. Récemment, des villes de l'intérieur du pays ont bénéficié de ces cadres d'échange. Les bénéficiaires sont plus que jamais déterminés à être actifs, se mettre à la disposition des collectivités. Ils ont lutté pour la chute du régime Condé. Des membres du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC observent depuis le putsch du 5 septembre dernier et avec beaucoup d'intérêt l'évolution politique du pays. Ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, le FNDC a partagé avec les journalistes sa position sur la transition dirigée par la junte au pouvoir et a rendu compte de la mission effectuée récemment par ses émissaires auprès des chefs d'État ghanéens, nigériens, entre autres. Bernard Koundouno décrypte les images de nos confrères de Star 21 TV. En conférence de presse ce jeudi à Conakry, le Front National pour la Défense de la Constitution a fait le compte-rendu de la récente tournée effectuée par ses responsables dans la sous-région ouest-africaine. Du 5 au 31 octobre, le FNDC a rencontré les chefs d'État et de gouvernement pour parler de la situation actuelle du pays. La mission a présenté la lecture de la société civile guinéenne sur la situation qui prévaut en Guinée avant de solliciter de ses interlocuteurs du haut niveau. La mise en place d'un cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et la communauté internationale, notamment CEDEAO, UA, ONU. Le FNDC se dit satisfait de la volonté des dirigeants ouest-africains à accompagner la Guinée dans cette période exceptionnelle. La mission a noté avec satisfaction la volonté des chefs d'État de la CEDEAO et des représentants des Nations Unies et des commissions de la sous-région à accompagner le peuple de Guinée en vue d'une transition démocratique. Le Front National rassure le peuple de Guinée de sa détermination à poursuivre son combat jusqu'à l'instauration d'un état de droit. La coordination nationale du Front National pour la Défense de la Constitution informe l'opinion nationale et internationale qu'elle poursuit et poursuivra tous les efforts indispensables pour la réussite de la transition dans l'intérêt exclusif du peuple souverain de Guinée. Quant à sa participation au gouvernement de transition, le FNDC dit avoir été consulté. Il réitère sa volonté d'accompagner la transition en Guinée. Volet éducation à présent, les enseignants de l'intérieur du pays peinent encore à entrer en possession de leur prime d'incitation, pourtant déjà effective à Conakry. Le syndicat national de l'éducation a haussé le ton ce jeudi par rapport à cette situation et invité les autorités éducatives à agir. Les principaux concernés joints par notre rédaction ont exprimé toute leur colère et disent être mis à l'écart par le département de tutelle. L'option de la grève n'a pas été écartée. André Mossier Milimouno et Ibrahima Dekosouma pour le détail. L'instauration des primes d'incitation des enseignants est le fruit d'un accord entre l'intercentrale syndicale et le gouvernement guinéen. Elle vise à mettre les enseignants de l'intérieur du pays dans de meilleures conditions de travail. Ce syndicaliste de l'éducation trouve inconcevable que les enseignants de Conakry puissent entrer en possession des primes d'incitation et ceux de l'intérieur mis à l'écart. Si la prime d'incitation a été instaurée pour inciter les enseignants à aller en classe, à quitter les centres urbains pour aller au niveau des milieux ruraux, donc il serait inconcevable que ces enseignants qui sont à l'intérieur soient privés de cette prime. Les principaux concernés, eux, expriment leur amertume face à la situation. Un problème de décaissement serait la raison du retard. Vraiment, à l'intérieur, les gens sont dans un mécontentement total parce qu'il ne faudrait pas que la paix soit effective à Conakry de ces primes et qu'à l'intérieur, on est resté abandonné pour compte. On dit que c'est un problème de décaissement. Si le problème perdure, ces enseignants de l'intérieur du pays n'écartent pas l'option d'une grève. Aucun enseignant de l'intérieur n'est encore payé. Tout le monde sait que lorsqu'il y a un mécontentement au sein de la classe ouvrière,
Et les conséquences immédiates, c'est le mouvement, c'est les remous au sein des concessions scolaires. Le secrétaire général du SNE demande aux nouvelles autorités de s'impliquer afin de désintéresser les enseignants. Nous demandons humblement au président de la République de donner de nouvelles instructions au pôle financier à l'effet que les missionnaires bougent le week-end là pour aller payer ces primes d'incitation là. Selon le syndicaliste, il existe une autre catégorie d'enseignants qui n'ont jamais bénéficié de primes d'incitation depuis son élaboration en janvier 2020. André Mossier Milimouno, pendant ce temps, dans certaines écoles privées de Conakry, ils sont nombreux ces enseignants qui n'ont pas bénéficié de l'intégralité de leur salaire mensuel au compte du mois d'octobre dernier. La situation fait des mécontents, mais la raison avancée par des encadreurs ou promoteurs d'écoles est que les enseignants n'ont pas dispensé un mois de cours car l'année scolaire n'a démarré que le 21 octobre dernier. Pourtant, les parents d'élèves, eux, ont payé le mois intégralement. Le SNE s'indigne et interpelle Justin Leno, Alcéné Camara. Dans quelques écoles privées sillonnées ce jeudi, le constat révèle que les parents d'élèves ont tous été obligés de payer l'intégralité de la scolarité de leurs enfants pour le mois d'octobre. Les enseignants, eux, n'ont pas eu la totalité de leur salaire mensuel, un fait qui indigne le SNE. Il y en a qui récidivent et qui restent cramponnés dans leur position afin de ne pas payer. Pourtant, les élèves apprécient la qualité de l'enseignement reçu. C'est pour cela que les professeurs se donnent à fond, ce qui leur donne du courage encore à plus continuer, à redoubler d'efforts pour le succès de nous tous, les élèves. Toutefois, dans cette histoire, certaines écoles ont tiré leur épingle du jeu. J'inviterai l'État à donner toute une importance particulière à l'éducation. Parce que sans l'éducation, le pays ne peut aller nulle part. Pour cet encadreur d'école, c'est grâce aux enseignants que l'école guinéenne bouge. Il mérite une meilleure condition salariale. Vers les années 70, la Côte d'Ivoire était un pays qui était dans le trou. Mais au fait, étant un président visionnaire, a alloué à cette éducation un budget de 45%. Il a appelé les enseignants partout pour donner un élan à cette éducation-là. Et en conséquence, les résultats se font voir. Le syndicat national de l'éducation exhorte les encadreurs des autres écoles privées du pays à être aux côtés du personnel enseignant. Le Japon s'engage à financer 3 micro-projets de services sociaux de base pour la Guinée. Et il s'agit de la construction d'un centre mixte de la Croix-Rouge guinéenne à Kindia, la reconstruction de l'école primaire de Matam Lido 1 à Conakry ici et la construction de l'école primaire de Malassi à Wankifon dans la préfecture de Koya. La signature de ces 3 documents a eu lieu ce jeudi à la résidence de l'ambassadeur du Japon en Guinée. Les micro-projets sont portés par 2 ONG guinéennes et une organisation internationale humanitaire, Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. À rase campagne, les villageois se plaignent du manque d'infrastructures sociaux de base. Dans la sous-préfecture de Wonkifon, par exemple, le taux de scolarisation est faible à Pranton. Presque les enfants ne partaient pas à l'école. Certains partaient à 5 km pour suivre les cours. Et en fin de compte, ils désertent, ils s'assoient à la maison compte tenu de la distance. Le financement de la reconstruction de l'école primaire de Lido 1 dans la commune de Matam permettra de sauver près de 400 enfants de la déscolarisation. Pour le cas du centre mixte de la Croix-Rouge guinéenne, le président de cette organisation humanitaire déclare avoir été accompagné par le Japon en 2017. Ce deuxième geste va aussi aider à améliorer les conditions de travail sur le terrain. Ça va beaucoup améliorer notre façon maintenant, notre promptitude d'intervention sur le terrain. Et également, ça va faciliter aussi nos rencontres et où nous payons beaucoup d'argent pour des salles de formation ou salles de réunion ou des rencontres statutaires. Je pense que ça va nous épargner de toutes ces dépenses. Le projet de construction du centre mixte de la Croix-Rouge guinéenne va coûter environ 1 milliard de francs guinéens et celle de l'école Malassi dans Wonkifon se chiffre à 880 millions de francs guinéens ainsi que la reconstruction de l'école primaire de Lido 1 dans la commune de Matam. Le Japon a des attentes. Il faudrait utiliser très bien et puis d'être
comme bien préparé toujours, et puis être entretenu. On souhaite utiliser le plus longtemps possible. Ce geste du Japon vient au moment où la Guinée est sous pression extérieure depuis le coup de force qui a renversé le régime d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. Les spectacles peuvent maintenant se tenir à Guinée et sur toute l'étendue du territoire national. C'est un ouf de soulagement pour les acteurs et promoteurs culturels du pays qui sont restés pendant près de 2 ans presque inactifs. Pour éviter la contamination de masse, les autorités guinéennes, sous l'ancien régime Condé, avaient interdit, vous le savez, les manifestations culturelles. Le virus n'est pas encore vaincu en Guinée et il faut continuer à respecter les mesures sanitaires, prévient la directrice générale de l'agence guinéenne de spectacle, Rosaline Goto Monemou et Amara Alex Silla. Pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus, les opérateurs culturels se sont vus interdits d'organiser des événements. Aujourd'hui, ils se réjouissent de la reprise des spectacles après près de 2 ans d'arrêt. Nous ne vivons que de ces concerts, nous ne vivons que de cette culture. Et si vraiment on nous libère de notre prison, je pense que vraiment on ne peut que se réjouir. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, je lui demande de faire face à cette culture. Aujourd'hui, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, on va toujours parler de lui parce qu'il avait vraiment donné de l'importance à cette culture. Pour ne pas que la corporation se revoie interdite à nouveau d'organiser des événements, la directrice de l'agence guinéenne des spectacles demande aux organisateurs et au public de se faire vacciner et de respecter les mesures barrières lors des spectacles. On ne pourra pas accepter d'événements si les organisateurs et le public qui participent ne sont pas vaccinés. Donc nous incitons vraiment le public à aller massivement se faire vacciner pour que nos activités puissent reprendre de la plus belle manière. Cette suspension des activités culturelles a eu des impacts sur la corporation. Sayo Mbamba espère que tous ceux qui ont été victimes soient remboursés par les nouvelles autorités. Ceux qui ont été impactés directement au niveau des annulations, ceux qui ont été retenus, l'administration c'est une continuité. Le dossier est toujours auprès du ministère en charge de l'économie et du budget. Et donc ces dossiers sont là, ont déjà franchi toutes les étapes et nous espérons vivement que ces artistes vont pouvoir être remboursés. Récemment, la junte au pouvoir a fait lever le couvre-feu longtemps en vigueur. Preuve que la pandémie est en train de perdre du terrain en Guinée. Rosaline Goto Monemo, terrassée par l'hépatite B, Ibrahima Sori Diallo passe ses jours souffrant et c'est là à domicile. Cela fait bientôt 6 ans qu'il traîne la maladie. Les traitements qu'il suit à l'hôpital n'ont toujours pas porté fruit. Il veut compter sur les bonnes volontés en vue de son évacuation à l'extérieur du pays. Jenna Bangoura et Tcherno Sadouba, c'est la fin du journal que vous allez suivre cet autre élément. Cette photo a été prise en 2015. Ibrahima Sori Diallo en ce moment bien portant. C'est en 2016 que son calvaire débute. D'abord, il se plaint de la fièvre typhoïde. Après diagnostic, les résultats révèlent l'hépatite B. Une maladie qui le ronge aujourd'hui malgré les multiples consultations et traitements. Je ne peux pas marcher, je mange peu, je ne dors pas, absolument rien. Depuis qu'on a été à Yasdine, ils m'ont fait ponction plus de 3 fois. Donc ponction là, parfois on tire l'eau dans mon corps. Enfin, je peux soulager en ce temps. Âgé d'une trentaine d'années, ce patient est entre la vie et la mort. Il doit être évacué, l'ont conseillé ses médecins. Je suis parti à échographie abdominale, donc ça n'a pas marché. Je suis parti à la radio. Là aussi, ils m'ont dit que vraiment c'est échographie, je ne sais pas comment va. Donc, mais ça n'a pas abouti du tout. Tout ceci là m'ont dit qu'il faut que j'ai fait une évacuation à l'Europe. Malgré son âge,
Il est toujours aux soins de sa mère qui a épuisé presque toutes ses économies. Aujourd'hui, Ibrahima Souri Diallo s'accroche à un dernier espoir, l'aide des bonnes volontés. Tout ce qui peut m'aider, donc à travers l'espace, donc à me secourir. Ibrahima Souri Diallo avec ces images très émouvantes. À présent, place à la rubrique sport. Voilà, à présent, place à l'actualité sportive et nous recevons sur ce plateau Alseni Barry, Alseni Baldé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, vous nous dites ce soir que les pensionnaires de l'académie d'élite de la Fédération guinéenne de football sont désormais de retour au centre technique de Nongo pour poursuivre leur formation. Ah oui, effectivement, en 2019, on le sait, plus de 35 000 jeunes Guinéens âgés de 11 à 15 ans ont été recrutés par la direction technique nationale à travers la Fédération guinéenne de football. Les jeunes sont revenus de vacances, bien évidemment, et la détection coordonnée par la direction technique nationale pendant plus de 2 ans environ obéit à des étapes et des exigences pour permettre aux jeunes d'atteindre le résultat et le niveau souhaité. Les jeunes qui ont eu accès à ce centre de formation de Nongo ne l'ont pas intégré par hasard puisqu'ils ont tous répondu effectivement aux critères de sélection. Le directeur national technique, Chérif Souleymane, nous donne beaucoup plus de détails dans ce extrait. Suivez. La carrière d'un footballeur, c'est assimilé à la construction d'une maison. Cela veut dire qu'il faut commencer à bas âge pour remonter les escaliers, les étapes de formation. Et nous venons de commencer. Nous avons sillonné les 33 préfectures à la recherche du talent. La tranche d'âge que nous avons décidée, c'est à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans jusqu'à 14 ans. Donc les 35 000 sont passés sous nos yeux. Nous avons vu un ami des critères en place pour le recrutement. D'abord, aimer le ballon. Ensuite, avoir des qualités athlétiques pour pouvoir courir. Ensuite, la percussion aussi, le dribble. Avoir l'envie de jouer au ballon, avoir l'envie d'aller toujours de l'avant. Il y a quelques mois, on s'en souvient que les académiciens guinéens avaient remporté le tournoi UFOA des moins de 15 ans à Conakry. Et donc la DTN guinéenne, bien évidemment, abat dans la vie de tous les jours un travail énorme pour pouvoir permettre à ces jeunes d'atteindre leurs objectifs, de devenir des professionnels. Chérif Souleymane, lui, il se dit satisfait et fier de ces jeunes à travers, bien évidemment, la Fédération guinéenne de football. Sans elle, cette mission ne pourrait pas être possible. On l'écoute à nouveau. Et vous avez vu le résultat déjà, à 15 ans, ce qui s'est passé avec la sous-région. Je crois que nous avons quand même présenté une philosophie de jeu que les autres n'ont pas pu produire. Il y a d'abord, c'est vrai, le sport, le football, mais c'est sport-études. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent, ils vont à l'école, ils sont hébergés, ils sont nourris, ils sont transportés sur le plan intérieur et ils sont assurés. Tout ça à la charge de la Fédération guinéenne de football. Les parents n'ont absolument rien à payer. La seule chose qui peut vous aider, c'est si vous avez un talent, vous êtes recruté, vous restez à l'académie. Parce qu'il n'est pas dit qu'à l'heure actuelle, là, ceux qui sont là seront les meilleurs dans 10 ans ou bien dans 5 ans. Donc c'est pourquoi on a toujours la possibilité d'ouvrir la porte pour que ceux qui peuvent encore intégrer l'académie, ils viennent. Bon, c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, on n'est pas à maturité, mais au moins c'est un embryon, c'est un départ pour une sélection nationale. Alseni, la Guinée a un nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse, et vous avez pris le temps d'interroger quelques journalistes sportifs de notre pays, leurs réactions. Ah oui, effectivement, comme vous le savez, hein, l'ancien boxeur international belgo-guinéen a mérité la confiance du président, colonel Mamadi Doumbouya, pour lui offrir donc ce poste du ministère des Sports et de la Jeunesse, bien évidemment. On a eu le temps
temps de recueillir quelques avis de nos confrères journalistes, bien évidemment sportifs, qui ont donné donc leurs avis, les attentes au niveau donc de Lansana Bea Diallo, bien entendu. Lansana Bea Diallo, selon eux, doivent se pencher sur les crises auxquelles font face certaines associations sportives de notre pays, mais aussi les préparatifs du Sili national de Guinée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Donc on va écouter nos confrères Pathé Diallo, Kibola Bangoura, mais aussi Lancier et Kouevougi. Je pense que c'est quelqu'un qui a le niveau, il a les formations requises pour aider la Guinée à développer ces différentes disciplines sportives en Guinée, parce que voilà, c'est quelqu'un, on sait, qui a beaucoup de relations, qui, à travers sa carrière sportive... Ce que je m'attends de lui, c'est de mettre en place une politique sportive. Dans le contenu, rassemble en fait le mouvement sportif. Ça, c'est très important. Et là aussi, vous savez que la Guinée est en manque criard d'infrastructures. Il faut s'atteler sur de concret. Personnellement, c'est un bon choix. Je trouve vraiment des sujets brûlants sur la table. Mais vous avez la participation de la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a la préparation de l'équipe. Il y a d'autres questions liées au sélectionneur qui va conduire finalement cette équipe justement à cette CAN-là. Nous avons appris à travers une communication officielle de la Fédération guinéenne de football qui nous annonce qu'il y a des négociations qui sont entamées aujourd'hui pour une séparation à l'amiable avec le sélectionneur Didier Six. Après, il y a aussi des crises qui sont en train de miner nos différentes associations sportives aujourd'hui. Il convient de rappeler bien évidemment que Bea Diallo est âgé de 50 ans. Il est diplômé en marketing et économie du côté de l'Université libre de Bruxelles. En tant que boxeur professionnel, Bea Diallo compte 47 combats pour 25 victoires, 5 KO, 18 défaites et 4 nuls. Daouda Mohamed Kamara. La deuxième journée de la Ligue 1 de Guinée s'est poursuivie ce jeudi, vous nous l'apprenez. Oui, pour 3 rencontres donc étaient au programme au compte donc de cette deuxième journée. Pour sa deuxième sortie, le Afia FC de Conakry est allé battre son homologue de Louba sur le score de 2-1 à Kindia. Au stade du 28 septembre de Conakry, le Oroya a été contraint au partage de points par le satellite FC 0-0. Même score entre la SAG et l'Académie Sor de Taouya à Kankan. Cette journée se poursuivra demain vendredi avec 2 affiches au menu. Celle-ci opposera le Wakria AC à l'association sportive de Kaloum et le Velostar de l'Abbé sera face au FC Séquence. Le samedi, le CI Kamsar en découdre avec la Flamme olympique. Et pour terminer, l'édition 2021 du tournoi de lutte africain de la CEDEAO a été lancée ce jeudi à Dakar. Oui, c'est au compte de la 9e édition de cette compétition organisée bien évidemment du côté du Sénégal. Et c'est une édition du tournoi de lutte africaine dont 10 pays prennent part à cette compétition, dont la Guinée-Conakry, le Mali et le Cap-Vert sont aussi conviés à ce tournoi de lutte. Mais ces 3 nations n'ont pas effectué le déplacement pour la capitale sénégalaise. Les pays participants ont été logés dans 3 différents groupes. Dans la poule A, nous avons le Sénégal, la Gambie et la Côte d'Ivoire. Le groupe B est composé du Niger, du Ghana et de la Sierra Leone. Le Nigeria, le Burkina Faso, la Guinée, Bissau et le Bénin composent la poule C. Le tournoi de lutte africaine de la CEDEAO édition 2021 prendra fin samedi 6 novembre prochain du côté de Dakar. Alseni Baldé, merci pour toutes ces informations. Merci Daouda. À présent, je vous invite à suivre ce public reportage et sur lequel d'ailleurs, moi je vous dirai au revoir et à nous revoir demain. C'est bien avec Orange Finance Mobile Guinée qui commercialise le service Orange Money continue de s'approcher davantage de sa clientèle. Elle nous l'a dit ce soir, Antoinette Dédé au niveau Guy. Suivez. La compagnie financière africaine devient désormais la 5e institution bancaire partenaire de Orange Finance Mobile Guinée. Développée depuis 2016, la solution Accès à ma banque permet aux détenteurs de comptes Orange Money d'effectuer des transactions bancaires directement à partir de leur téléphone. Nous nous réjouissons
de ce partenariat aujourd'hui qui vient, comme je l'ai dit, enrichir donc nos offres Orange Money. Donc c'est un service qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc permettre à tous nos clients de profiter des services de la banque et de Orange Finance Mobile. La signature de ce contrat de partenariat entre les deux institutions financières est une illustration de la volonté des deux entités d'offrir à leurs clients la possibilité d'effectuer directement leurs transactions en alimentant leur compte bancaire sans se déplacer via les points de vente Orange Money. Ce partenariat entre Cofina et Orange Money est la matérialisation d'une vision du groupe qui est celle d'être une entreprise axée sur la digitalisation et de permettre à la majorité de nos clients, sinon la totalité même, faire face à la crise de la Covid-19, d'avoir accès à nos services financiers sans toutefois se déplacer. Orange Money nous simplifie aujourd'hui la vie. Aujourd'hui, en ayant accès à son compte Cofina, via l'application, l'on peut effectuer des transactions où que nous soyons. Cette phase traduit valablement le faire apparaître de Cofina. Orange compte vulgariser ce service à toutes les banques de la place.